je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Eh bien, l'émission de ce matin sera consacrée à ce conseil présidentiel de 7 membres. Je vais vous dire ce que j'en pense et au moment où j'entre en studio pour vous présenter l'émission de ce matin, j'avais 6 noms qui sont censés être désignés pour faire partie de ce conseil présidentiel. Donc je vous dirai ce que j'en pense, vous connaissez ma personnalité, je ne suis pas du genre à tourner autour du pot, je vous livre le fond de ma pensée. Et donc je vous veux éveiller, je vous veux, bon Dieu, attentif à l'émission de ce matin. Il s'agit de notre pays, nous sommes à un carrefour, ma foi, important pour l'histoire politique de notre pays, cette fois, ça passe ou ça casse. Et nous devons faire en sorte que, pour une fois, la transition politique réussisse. Je sais qu'on a déjà des ingrédients pour que ça casse. Le verre est déjà introduit dans le fruit. Nous allons mettre le doigt sur le verre, le sortir du fruit, de manière à sauver cette transition politique, car il s'agit de notre pays. La transition politique, pour une fois, doit réussir. Et je vous mentionnerai un certain nombre de conditions auxquelles cette transition doit satisfaire pour qu'elle réussisse et qu'enfin notre pays se relève, qu'enfin nous lancions les chantiers fondamentaux pour la refondation de notre Haïti chéri. Donc voilà. Une introduction brève, puisque le développement sera très long. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous passerez la prochaine heure avec nous à analyser, n'est-ce pas, ce conseil présidentiel qui s'est construit au cours des derniers jours. À ce stade-ci, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires pour notre Haïti chéri. Il faut que cette transition politique réussisse. Nous allons
y mettre toute notre énergie, nous allons être vigilants, nous allons monter la garde autour de ce qui est en train de se faire à Port-au-Prince, autour de ce qui s'est décidé à Kingston, autour de ce qui va se décider dans les officines du département d'État ou dans les officines du Quai d'Orsay en France ou dans les officines du ministère des Affaires étrangères du Canada. Il s'agit de notre pays, il ne s'agit pas du pays de Biden, ni de celui de Macron, ni de celui de Trudeau, il s'agit de notre pays. Alors à nous de nous impliquer dans la politique de notre pays, à nous d'être vigilants pour que la transition politique réussisse. Est-ce que vous vous engagez avec moi? Alors, observons cette pause. Au retour de la dite pause, nous allons plonger tout de suite dans cette transition politique qui vient d'être lancée avec la formation de ce conseil présidentiel. À tout à l'heure, je vous reviens après la pause que voici. À bientôt. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Avant la pause, on s'était promis de plancher sur cette transition politique qui vient d'être déclenchée avec la formation de ce conseil présidentiel de 7 membres. D'abord, je vais vous dire ce que je pense de l'idée d'un conseil présidentiel de 7 membres avant de regarder les membres qui sont désignés, de vous dire ce que je pense de cela et de décliner sous vos yeux un ensemble de conditions auxquelles l'équipe qui va gérer cette transition doit satisfaire pour qu'on ait une transition politique réussie. Mais je vous dirais tout ceci. Si vous êtes un fidèle auditeur, si vous êtes une fidèle auditrice de ce qui se fait sur cette chaîne, rappelez-vous ce que je vous avais dit à l'été 2021. On était à une dizaine de jours après l'assassinat du président Jovenel Moïse, quand, le jour même des funérailles, il y a eu, je vous en avais parlé, une réunion dans un aéroport privé de Fort Lauderdale, réunion dirigée par l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, nul autre que Bob Rae, et déjà l'idée d'un conseil présidentiel à 5 membres avait émergé. C'était dans les cartons. Au fait, c'est une idée qui a été soumise à Bob Rae et aux autres par Bill Clinton parce que c'est une formule que Bill Clinton, je vous en avais déjà parlé, avait déjà utilisée au Congo-Zaïre. Lui, Clinton, il appelle ça la formule 4+1. Et je vous avais dit que c'était ça qu'on avait en vue pour nous. Et vous notez que les Blancs malveillants, c'est-à-dire les nations qui se croient détentrices de l'autorité pour gouverner notre pays par personnes interposées, par des gouvernements croupions, eh bien, ils ne réinventent rien. Et c'est pour cela qu'on peut prévoir, c'est pour cela qu'on peut annoncer d'avance ce qu'ils avaient en vue pour nous. Bon. Et donc, je vous avais prévenu à l'été 2021 que déjà il y avait dans les cartons ce plan d'un conseil présidentiel à 5 membres. Pourquoi, dans le cas d'Haïti, nous avons un conseil présidentiel de 7 membres? C'est parce que Claude Joseph
a insisté pour qu'il y ait 2 membres de plus, c'est-à-dire un membre qui serait suggéré par le parti politique qu'il dirige, et un autre membre qui serait suggéré par, n'est-ce pas, le parti de Moïse Jean-Charles Petit Dessalines. Et vous notez que pour la vérité et pour l'histoire, Moïse Jean-Charles a décliné l'invitation de nommer, de désigner quelqu'un au sein de ce conseil présidentiel. Maintenant, qu'est-ce que je pense de l'idée d'un conseil présidentiel de plusieurs membres? Eh bien, pour la vérité et pour l'histoire, encore une fois, des formations professionnelles, ce n'est pas la première fois que le pays est dirigé par un conseil présidentiel. Le mot conseil présidentiel n'était pas à la mode, mais on a déjà eu un pays dirigé par une junte militaire. On a déjà eu un pays dirigé par, si vous voulez, un conseil civilo-militaire. On a déjà eu un pays dirigé par un triumvirat, c'est-à-dire un conseil de 3 membres. Et la dernière formule, si vous voulez, collective pour la présidence de ce pays, eh bien, remonte à pas plus tard qu'en 86, vous vous souvenez. Lors du départ de Jean-Claude Duvalier, il a tenu ce discours d'adieu. Il a dit « J'ai décidé, c'est son propre mot, de passer, de remettre le destin de ce pays aux forces armées d'Haïti. » Et qu'a fait Henri Namphy, sûrement à l'instigation de l'ambassade américaine? Il a mis sur pied une junte civilo-militaire, c'est-à-dire une junte au sein de laquelle on retrouvait des militaires et des civils, entre autres, n'est-ce pas, Gérard Gourd, et qui va donner naissance à ce qu'on appelait alors le Conseil national de gouvernement, le fameux CNG. Donc, si on reprend l'histoire politique de ce pays, eh bien, on connaît cette formule-là. Cette formule, n'est-ce pas, plurielle, où le pays est dirigé par plus qu'une personne, c'est-à-dire où le pays est dirigé par une présidence plurielle, une présidence à plusieurs têtes, même si au sein de ces conseils présidentiels, même si au sein de ces juntes, même si au sein de ces conseils nationaux de gouvernement, on retrouve un primus inter pares, comme on dit en latin, c'est-à-dire un premier parmi des égaux. Il faut bien qu'il y ait une hiérarchie au sein de ce conseil présidentiel. En sorte que, étant donné que ce n'est pas une formule nouvelle dans notre histoire politique, étant donné que ce n'est pas une première dans l'histoire politique de ce pays, dans l'histoire des transitions politiques, il ne s'agit ni de condamner ni d'approuver. J'ai un préjugé favorable pour cette formule-là. Il importe, je dirais, d'être vigilant pour que ce conseil présidentiel, n'est-ce pas, fonctionne normalement, que ce conseil présidentiel se donne une feuille de route, que ce conseil présidentiel se donne un mandat et une mandature, c'est-à-dire un mandat. Qu'est-ce qu'on va régler pendant cette transition? Une mandature, c'est-à-dire pendant combien de temps on va, si vous voulez, mettre en œuvre ce mandat, que tout soit clair et qu'on finisse une fois pour toutes, qu'on en finisse une fois pour toutes avec ces petits jeux de coquins, ces petits jeux de politicards, ces petits jeux de politicaillerie, c'est-à-dire ces petits jeux de roublardie, ces petits jeux de mesquinerie. Donc, voilà le fond de ma pensée sur l'idée d'un conseil présidentiel. Je vous le dis, un conseil présidentiel, c'est peut-être l'une des meilleures choses dans le contexte d'aujourd'hui. Et vous vous souvenez, j'ai publié en 2020, donc il y a déjà 4 ans, un livre qui a pour titre « Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée et si l'on recommençait ». Je vous rappelle le contexte dans lequel ce livre fut publié. C'était dans le contexte de la dernière année, enfin constitutionnelle, du mandat de Jovenel Moïse. Et déjà, j'anticipais qu'on devrait avoir une transition politique longue si on la veut réussie. Et je déclinais
un certain nombre de conditions pour la réussite de cette transition, et l'une des premières conditions que j'avais indiquées, c'était que le pays soit dirigé par ce que j'appelle un conseil de gouvernement pour la refondation nationale. Donc, vous notez que c'est ça un analyste. Un analyste, c'est quelqu'un qui va décomposer le réel en ses éléments constitutifs et qui est en mesure d'anticiper ce qui va se passer et qui, en plus, dit « voici ce qu'il faudrait faire pour que cette transition réussisse ». Donc, un conseil présidentiel de 3, de 4, de 5, de 6 ou de 7 membres, là, ce n'est pas une frayeur, ce n'est pas un épouvantail, d'autant que, je l'ai déjà dit, dans notre histoire politique de peuple, dans l'histoire des transitions politiques de ce pays, on en a vu quelques-unes de ces formules plurielles, on en a vu quelques-uns de ces conseils présidentiels, indépendamment des noms qu'on leur a accordés à ces conseils-là. Junte militaire, junte civilo-militaire, conseil national de gouvernement, c'est la même affaire. Il s'agit d'un conseil présidentiel au sein duquel, conseil, il y a plusieurs membres, lesquels membres nomment un primus inter pares, c'est-à-dire un premier parmi les égaux qui devient le président de ce conseil présidentiel. Certaines fois, c'est une présidence tournante, c'est-à-dire aux 6 mois ou 8 mois, il y a un nouveau président qui est nommé par, n'est-ce pas, les membres de ce conseil. Peu importe la formule que ces gens-là vont choisir entre eux, on connaît ça, l'idée d'un conseil présidentiel. Maintenant que je dis avoir un préjugé favorable pour l'idée d'un conseil présidentiel, regardons tout de suite ce conseil présidentiel qui a pris forme au cours des derniers jours. Encore une fois, je rappelle qu'au moment où je suis entré en onde pour préparer cette émission, j'avais 6 noms qui étaient confirmés et on attendait le 7e. Mais sous réserve du 7e nom, je peux déjà vous livrer ce que je pense de la composition de ce conseil présidentiel. Première réserve, mais c'est que c'est une affaire de gars. Et ça, c'est révoltant. Nous sommes au 21e siècle. Tous les pays du monde sont en train de penser la gouvernance en termes, n'est-ce pas, d'égalité de genre, en termes d'égalité homme-femme. Je ne comprends pas qu'on soit au 21e siècle, qu'on ait eu une belle occasion lors de la formation de ce conseil présidentiel de faire honneur à nos femmes qui sont pas moins intelligentes que nous, qui ne sont pas moins préparées que nous, qui ne sont pas moins patriotes que nous, qui ne sont pas moins concernées par l'affaire, la bonne marche de ce pays. Je ne comprends pas que des gars se soient réunis pour se désigner entre eux et qu'on se retrouve, encore une fois, sous toute réserve. Au moment où je suis entré en studio pour préparer cette émission, j'avais 5 noms de gars et 1 nom de femme. Et quelle femme en plus? On va regarder ça de plus près. Donc je dis, c'est une honte, c'est inacceptable que dans l'histoire de ce pays, que ce soit des hommes qui aient, si vous voulez, vilipendé ce pays, que ce soit des hommes qui aient, si vous voulez, gaspiller ce bel héritage que nos ancêtres nous ont légué, et là, nous avons une opportunité immense, nous avons une opportunité inouïe de réussir une transition politique, que ce soit encore des gars qui se soient réunis dans des bureaux de Port-au-Prince pour nommer d'autres gars. Non. Messieurs, reprenez-vous, nous sommes au 21e siècle, ressaisissez-vous, ce n'est pas normal que dans ce pays-là, la politique reste une affaire exclusivement de gars. Et ce n'est pas impossible que ce soit l'un des facteurs dans ce complexe de facteurs, ce n'est pas impossible, dis-je, que ce soit l'un des facteurs qui explique nos lamentables échecs. Il faut recomposer ce conseil présidentiel pour y intégrer
au moins 3 femmes. Ce que je souhaite sincèrement, c'est que ce conseil présidentiel de 7 membres soit composé de 4 femmes et de 3 hommes, mais là qu'on se retrouve encore une fois sous toute réserve avec 6 hommes et 1 femme. En vérité, messieurs, c'est abject, c'est une honte. Je suis indigné qu'au 21e siècle, après que les gars aient si lamentablement échoué, la politique dans ce pays a toujours été une affaire de gars, et c'est probablement aussi pour ça, je dis bien aussi, c'est probablement l'un parmi les nombreux facteurs qui expliquent, n'est-ce pas, nos lamentables échecs. Je ne comprends pas que nous ayons là une opportunité de faire les choses différemment, que nous ayons là une opportunité de faire les choses de manière à ce qu'elles réussissent. Je ne comprends pas que là encore, nous ayons pondu un conseil de gars au sein duquel on ne retrouve qu'une femme. Ça, c'est la première réserve. La deuxième réserve que j'ai avec la composition de ce conseil présidentiel, mais regardez donc, qui compose ce conseil présidentiel, mais ce sont tous, n'est-ce pas, des gens de vieux routiers de la politique, qui se cherchaient probablement une job, de vieux routiers de la politique qui sont désargentés et qui font, n'est-ce pas, ce petit jeu de « oh toi que je m'y mette », en sorte que, moi, lorsque je vois des noms comme Edgar Leblanc, lorsque je vois des noms comme Fritz Jean, lorsque je vois les noms comme, ma foi, citer encore d'autres noms de ce conseil présidentiel, je les cite de mémoire, ce sont pour la plupart de vieux routiers de la politique, d'anciens membres du Parlement, qui peuvent se vanter de quel bilan. Un ancien gouverneur, n'est-ce pas? Vous avez une ancienne ministre, en la personne de Madame Ghislaine Monpremier, ministre de la condition féminine. Pour quel bilan, s'il vous plaît? Et donc, c'est décevant. C'est décevant. Ma troisième réserve par rapport à ce conseil présidentiel, mais c'est une affaire d'hommes et de femmes de Port-au-Prince. Je ne veux pas dire que les gens qu'on retrouve là-dedans sont nécessairement originaires de Port-au-Prince, mais ce sont de vieux routiers, des avenues du pouvoir de Port-au-Prince, des gens qui ont toujours rôdé autour de Port-au-Prince et qui attendaient leur tour pour avoir leur job à eux. Mais pour quelle vision? Le temps est venu de demander des comptes à ceux qui sollicitent un nouveau mandat. Que ce soit un mandat, n'est-ce pas, électif, que ce soit un mandat comme celui qui nous préoccupe aujourd'hui, le temps est venu de les questionner sur leur bilan. Le temps est venu de leur demander des comptes. On en a assez de ces gens-là qui disent « après nous, c'est nous ». On peut ne pas avoir été là pendant 4 ans, on peut ne pas avoir été là pendant 5 ans, mais on attend son tour et à la première occasion, on revient. Mais quand on regarde les états de service de ceux qui sont dans ce conseil présidentiel, on se dit, mais qu'est-ce qui leur vaut d'être là? Ça, c'est ma troisième réserve. Ma quatrième réserve, mais c'est une affaire des Haïtiens du dedans. Mais c'est quoi cette connerie? Mais c'est quoi cette connerie? Ce pays-là a toujours été un pays d'exclusion. Dans ce conseil présidentiel, vous avez un condensé des problématiques du pays. D'abord, c'est une affaire exclusivement de gars. Ensuite, c'est une affaire de politicards de Port-au-Prince. Ensuite, c'est une affaire de politicards qui n'ont pas d'état de service glorieux, mais qui se cherchent une autre job, qui reviennent s'en rendre compte. Mais enfin, là, c'est une affaire des Haïtiens du dedans. Haïti aurait déjà, bon Dieu, Haïti serait déjà, ma foi, morte. Haïti serait plongée dans un chaos plus grand encore d'un point de vue économique, n'était le soutien indéfectible des Haïtiens de la diaspora. Mais comment osez-vous, politicards de Port-au-Prince, composer un conseil présidentiel de 7 membres sans qu'il n'y ait au moins 3 Haïtiens ou Haïtiennes issus de la diaspora? Autant dire que je n'ai rien contre la formule présidentielle de 7 membres pour les raisons que j'ai évoquées au début de l'émission, mais ce n'est pas acceptable
Et à moins que vous vous ressaisissiez, je risque donc de boycotter votre affaire. Ce n'est pas acceptable que vous ayez un conseil présidentiel de 7 membres et que tous les membres de ce conseil présidentiel soient, n'est-ce pas, des gars, à l'exception de cette femme dont j'ai parlé, Ghislaine Monpremier, mais que tous les membres de ce conseil présidentiel soient des Haïtiens du dedans. Alors que parler d'Haïti aujourd'hui, Haïti ne se réduit pas aux 27 500 km². Haïti, c'est moi. Haïti, ce sont ceux qui vivent au Chili. Haïti, ce sont ceux qui vivent aux États-Unis. Haïti, ce sont ceux qui vivent, n'est-ce pas, au Brésil. Comment osez-vous avoir un conseil présidentiel qui va gérer les rênes de ce pays pendant cette transition qui vient d'être déclenchée, sans laisser la part qui lui revient à la diaspora? Il faut laisser la chance aux coureurs. Je comprends que les politicards d'Haïti, puisqu'ils se sont toujours comportés comme des enfants du kindergarten, puisqu'ils se sont toujours comportés comme des enfants de la garderie, je comprends que le très malveillant, n'est-ce pas, Anthony Blinken, c'est-à-dire les très malveillants États-Unis d'Amérique, le très malveillant Canada, la très malveillante France, n'est-ce pas, qui ont, si vous voulez, téléguidé la CARICOM, je comprends qu'il vous ait imposé un ultimatum de 48 heures, mais comment osez-vous constituer un conseil présidentiel de 7 membres sans y laisser la place qui revient aux Haïtiens de la diaspora, c'est-à-dire en toute honnêteté, 3 places sur 7. Les Haïtiens de la diaspora, et quand je dis diaspora, c'est la diaspora au sens large du terme. Pas seulement les Haïtiens vivant en Amérique du Nord, pas seulement les Haïtiens vivant en Europe, mais également les Haïtiens de la nouvelle diaspora qui est plus dynamique que la diaspora traditionnelle. Je parle du Brésil, je parle du Chili. Comment osez-vous concevoir un conseil présidentiel sans y consacrer, sans y réserver la place qui revient à la diaspora? Cette diaspora qui soutient à bout de bras économiquement Haïti. Cette diaspora qui pleure. Cette diaspora qui est décapitalisée lorsqu'on kidnappe un frère, une sœur, un cousin, un oncle, n'est-ce pas, en Haïti. Comment osez-vous, messieurs, constituer un conseil présidentiel de 7 membres sans réserver pour la diaspora au moins 3 places? Donc, je résume mes réserves. Une affaire de politicard de Port-au-Prince, une affaire de gars, une affaire de têtes brûlées qui ont déjà prouvé qu'ils n'ont pas d'état de service glorieux. Et pire, vous osez agir comme si la diaspora n'était là que pour vous soutenir économiquement, comme si la diaspora n'était là que pour servir de vache à lait. Comme si les Haïtiens de la diaspora étaient considérés comme des citoyens de seconde zone qui n'ont aucun droit politique. Déjà, ils ne peuvent pas voter. Déjà, s'ils veulent s'engager politiquement, vous placez dans la Constitution de 87, y compris dans la Constitution très mal amendée, dans des questions de magouille entre Préval et Privert et tous ceux qui ont magouillé, déjà vous placez suffisamment de verrous pour qu'un Haïtien ou une Haïtienne de la diaspora qui veut faire de la politique ne puisse pas s'engager dans les affaires de son pays. Maintenant qu'on a une occasion en or de refaire les choses, vous nous imposez un conseil présidentiel de 7 membres formé de politicards de Port-au-Prince, formé de têtes brûlées, formé de gens qui n'ont aucun état de service glorieux, formé de gars presque exclusivement et exclusivement de gars d'Haïti. Il faut que ça change, les amis. Vous venez de commencer, il est encore temps. Et je ne vous demande pas quelques postes ministériels dans le gouvernement qui est à former. Je veux qu'il y ait au sein du conseil présidentiel au moins 3 sièges qui sont réservés aux Haïtiens et aux Haïtiennes de la diaspora. Sinon, vous n'aurez aucune légitimité. Déjà, la question de votre légitimité se pose. Quand je regarde les noms, mais qui vous a nommé là? Qui vous donne le droit de vous auto-désigner comme représentant
légitime de la population haïtienne, c'est-à-dire des 13 ou 14 millions que nous sommes pas seulement à l'intérieur des 27 500 km², mais des Haïtiens de partout. Comment osez-vous faire ce hold-up politique sur le pays de Dessalines, comme si Dessalines n'était mort que pour les gars de Port-au-Prince? Comment osez-vous faire ce hold-up politique sur le pays de Dessalines, comme si Dessalines n'était mort que pour les Haïtiens du dedans, alors que l'Haïti du dedans n'existe que parce qu'il y a l'Haïti du dehors? Et désormais, il faut penser à Haïti, non pas en termes géographiques seulement, il faut penser à Haïti, n'est-ce pas, au-delà des 27 500 km². Donc nous devons faire partie de ce conseil présidentiel. Sinon, nous allons boycotter votre conseil, puisqu'il n'est pas représentatif de tous les Haïtiens, puisqu'il n'est pas représentatif de toutes les Haïtiennes. Qu'on se le tienne pour dit. Une fois que j'ai exprimé mes réserves sur la composition de ce conseil présidentiel-là, maintenant j'ai d'autres réserves plus profondes pour les conditions dans lesquelles ce conseil présidentiel est né, pour les conditions qui sont imposées aux membres de ce conseil présidentiel par les États-Unis, par le Canada, par la France, qui ont manœuvré au sein de la CARICOM pour imposer aux Haïtiens des conditions qu'ils n'acceptent pas nécessairement. On prend une pause, je vous reviens avec mes réserves par rapport aux conditions dans lesquelles ce conseil présidentiel a pris naissance. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Maintenant, regardons les conditions dans lesquelles ce conseil présidentiel est né. Il n'y a rien de plus insultant. D'abord, que ce soit le Canada qui ait envoyé un Bob Ray. Je ne sais pas ce que le Canada représente pour Haïti. De quoi parlons-nous là? Dites-moi, quel lien historique y a-t-il entre le Canada et Haïti, sinon qu'au Canada vit une diaspora haïtienne qui a commencé à s'installer ici depuis les années 40, etc. Mais encore une fois, d'où vient l'importance du Canada dans le jeu politique haïtien? J'essaie encore de me l'expliquer. Bon. Les États-Unis qui ont envoyé leur Anthony Blinken et la CARICOM. Et notez bien le setting. Hein. Les Haïtiens n'ont pas pu y participer physiquement puisque, vous l'aurez compris, aucun avion ne vole depuis l'étranger vers Haïti et depuis Haïti vers l'étranger. Donc, les Haïtiens qui ont pu participer à cette rencontre de lundi dernier l'ont fait virtuellement. Bon. Mais si vous regardez le contexte, hein, les gens de la CARICOM, les Anthony Blinken, les Bob Ray ont littéralement imposé des conditions aux Haïtiens. Ils disent, écoutez, vous allez former un conseil présidentiel, écoutez bien, voici les conditions auxquelles les membres de ce conseil présidentiel doivent satisfaire. Et savez-vous, pendant cette rencontre, écoutez bien, le président de la CARICOM a téléphoné à plusieurs reprises à Michel Martelly. Michel Martelly, qui est décrié en Haïti. Michel Martelly, qui est, n'est-ce pas, pour ainsi dire, à mot couvert, condamné dans le meurtre
sur la personne du président Jovenel Moïse. Michel Martelly, qui est décrié dans l'imaginaire haïtien comme l'un des pires voleurs de notre histoire politique, il a détourné les fonds de Petro-Caribé. Imaginez que le président de la CARICOM n'arrêtait pas de téléphoner à Michel Martelly pour savoir si tel point, n'est-ce pas, correspondait à ses vues, s'il était d'accord avec telle ou telle chose. Et finalement, les gens de la CARICOM, n'est-ce pas, flanqués de Bob Rae et de Anthony Blinken, ont imposé aux Haïtiens les conditions auxquelles on devait satisfaire pour faire partie du Conseil présidentiel. Et écoutez, l'une de ces conditions, c'est que tous ceux qui allaient être membres de ce Conseil présidentiel doivent approuver le déploiement d'une force multinationale en Haïti. Putain, et c'est de là que vient ma première déception de Montana. Les gens de Montana, c'est-à-dire les têtes syndiques, c'est-à-dire Madame Como Denis, les gens de Montana ont toujours été contre l'invasion de ce pays. Les gens de Montana ont toujours dit, et Fritz Jean l'a dit, n'est-ce pas, que le problème d'Haïti, en ce moment, ce n'est pas un problème d'insécurité, c'est un problème de gouvernance. Les gens qui détiennent les armes pour terroriser la population ont l'impunité du gouvernement. Changez le gouvernement et vous aurez un début, n'est-ce pas, de solution au problème d'insécurité. Je ne comprends pas que la CARICOM, je ne comprends pas que les États-Unis, je ne comprends pas que le Canada ait imposé comme condition pour être membre de ce conseil, n'est-ce pas, présidentiel, d'accepter sans condition l'évasion de ce pays. Et les gens de la CARICOM, et les gens du Montana et les autres représentants d'Haïti qui ne sont pas tous d'accord avec l'évasion de ce pays, n'est pipé mot seulement pour accepter d'être membre de ce conseil présidentiel. Mais quelle honte, messieurs. Déjà le setting. C'est votre pays, mais la CARICOM, Bob Rae et Anthony Blinken fonctionnent comme s'ils étaient les employeurs. Est-ce que vous comprenez? Vous avez sûrement déjà passé une entrevue pour avoir un job. Et là, l'employeur vous dit, voici le profil que je recherche, et il va voir si votre profil correspond à ce qu'il recherche, et dès lors qu'il pense que vous avez le profil, que vous avez la gueule de l'emploi, il va vous dire désormais, voici les conditions que j'impose pour que vous occupiez ce poste-là. Et vous voyez ces sous-sous, comme on dit chez nous, vous voyez ces politicards accepter. Et là, j'ai des gens qui ont assisté à cette réunion et qui m'ont dit, pas un seul Haïtien ne s'est opposé à cette condition. Tête syndic, au nom du Montana, aurait dû dire non, nous, au sein du Montana, nous sommes contre l'invasion de ce pays. Madame Como aurait dû dire la même chose. Ils ont tous fermé leur putain de gueule. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une job. Et de qui veulent-ils la job? Ils veulent la job des Blancs. Et pour occuper quel poste? Pour occuper un poste dans leur propre pays. Trouvez l'erreur. Maintenant, quand j'ai dit que le verre est déjà dans le fruit, la table est mise, la messe est dite. Si déjà vous acceptez que ce soit Anthony Blinken, si déjà vous acceptez que ce soit Bob Rae, si déjà vous acceptez que ce soit, n'est-ce pas, la CARICOM qui vous dise voici à quelles conditions vous devez satisfaire pour faire partie d'un conseil présidentiel au sein de votre propre pays, on n'a même pas à attendre les prochains mois, les prochains jours, pour qu'on découvre que vous êtes là comme un gouvernement croupion pour mettre en pratique l'agenda maléfique des États-Unis, l'agenda maléfique du Canada, l'agenda maléfique de la France et de la CARICOM contre les Haïtiens. Et donc, quand je vous dis que j'avais des réserves sur la composition de ce conseil présidentiel, et quand je vous ai dit que j'ai des réserves sur les conditions dans lesquelles ce conseil présidentiel est né, vous comprenez pourquoi. C'est comme si je suis chez moi, et puis il y a un voisin, je suis chez moi, j'ai acheté ma maison, j'ai mes titres de propriété, et puis il y a un voisin qui vient,
avec 2 ou 3 autres amis et qui me disent « Monsieur Fils-Aimé, voici dans quelles conditions vous allez habiter cette maison. » Mais allez vous faire foutre, mes petits vieux. La souveraineté est d'abord un état d'esprit. La verticalité est un état d'esprit. La fierté est un état d'esprit. Lorsque vous êtes prêt à accepter une job dans n'importe quelle condition, même s'il s'agit de votre propre pays, vous rompez déjà le lien de confiance qu'il devrait y avoir entre la population haïtienne et vous. Et ce n'est pas étonnant que dès lors qu'on a vu les noms qui allaient faire partie de ce conseil présidentiel, que les gens commencent à soulever des doutes. C'est honteux que Fritz Jean ait accepté de siéger sur ce conseil présidentiel dans ces conditions-là. C'est honteux que Leslie Voltaire de Lavalas accepte de siéger sur ce conseil présidentiel dans ces conditions-là. C'est honteux que des gens comme Edgar Leblanc, qui se font passer pour des gens respectables, acceptent de siéger sur ce conseil présidentiel dans ces conditions-là. Ce sont des conditions de mineurs, ce sont des conditions de minables, ce sont des gens qui acceptent d'être minorisés dans leur propre pays pour faire plaisir aux Blancs. Honte à vous, bande de traîtres, et je vous mets dans le même sac de traîtrise. Dès lors que déjà vous renoncez, Fritz Jean, à votre conviction que le problème d'insécurité ne peut pas ou ne devrait pas être résolu par l'évasion de notre pays par des troupes étrangères, je vous enlève mon soutien. Haïti n'appartient pas aux États-Unis d'Amérique. On devrait les envoyer promener dès lors qu'ils croient pouvoir nous imposer des conditions. La CARICOM n'a aucune autorité sur nous. Le Canada a encore moins d'autorité sur nous dès lors que vous acceptez que ces blancs malveillants vous imposent des conditions pour avoir une job à la tête de votre propre pays. Vous perdez ma confiance. Et pour citer l'autre, puisque Rome vous a nommé, je ne vous reconnais plus. Puisque ce sont les États-Unis, puisque c'est le Canada, puisque c'est la CARICOM qui vous impose les conditions dans lesquelles vous allez constituer, n'est-ce pas, ce conseil présidentiel, Rome vous a nommé, je ne vous reconnais plus. À moins que vous disiez que ce pays-là peut résoudre lui-même ses problèmes d'insécurité en coopérant avec les pays que ce pays d'Haïti aura choisi, à moins que vous le disiez net, c'est-à-dire que vous désavouez ces blancs malveillants, je vous retire toute sympathie parce que vous êtes tous des traîtres. Comment avez-vous pu accepter une telle condition? Personne n'a dit aux blancs, mêlez-vous de vos affaires. Personne n'a dit aux Blancs, allez voir ailleurs, il s'agit de notre pays, vous pouvez intervenir comme médiateur si vous voulez, mais intervenir comme donneur de job pour nous dire dans quelles conditions on doit siéger sur ce conseil, allez vous faire foutre, bande de petits vieux. Donc si vous avez fermé votre putain de gueule, c'est que vous êtes des lâches, vous êtes des blancolâtres comme les autres. Et le pays ne peut rien attendre de vous. C'était important pour moi de dire, d'exprimer cette réserve-là pour les conditions dans lesquelles ce conseil présidentiel a pris naissance. Maintenant, puisqu'il faut qu'il y ait une transition, regardons quelles devraient être les conditions de réussite de cette transition. Une dernière pause, je vous reviens tout de suite après, c'est promis. Le temps pour moi de boire, de prendre un verre d'eau. Vous avez compris, j'ai eu ma montée de lait. À tout à l'heure. Vous vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfilsaimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Maintenant, puisque nous sommes d'accord sur la nécessité d'une transition politique,
le brigandage auquel nous avons assisté, malgré nous, depuis presque 3 ans maintenant, avec Ariel Henry et ses sbires, n'est pas une transition. Transire en latin signifie passer du point A au point B. Il n'y a pas eu de progrès. Pendant ces 2 années et demie, et on ne peut même pas parler de transition parce que c'est un gouvernement PHTK qu'on a eu pendant les 10 dernières années, Martelly-Jovenel, et pendant les 2 dernières années, un autre Premier ministre PHTK, et vous notez que dans les 3 cas, ce sont des premiers ministres ou présidents qui nous sont imposés par les Blancs malveillants, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et la France. Et comme si leur malveillance n'était pas en soi suffisante, là, ce sont ces mêmes Blancs malveillants qui disent aux politicards d'Haïti, à ces mineurs, à ces peureux, voici dans quelles conditions vous allez gérer votre pays. Au fait, ce n'est même plus votre pays, c'est notre pays. Nous vous plaçons là comme des intendants. Et voici dans quelles conditions vous allez gérer l'intendance, mais bon Dieu. Alors, puisqu'il nous faut avoir une transition, regardons rapidement comment cette transition politique devrait se dérouler pour qu'elle réussisse. Le premier piège à éviter, c'est la précipitation. C'est de dire, il nous faut avoir une transition d'1 an pour qu'on aille aux élections. Non. On ne va pas aux élections dans un pays où il n'y a pas d'institution. On ne va pas aux élections dans un pays où le pays est détruit. On ne va pas aux élections dans un pays où il n'y a plus de confiance entre la population et ses dirigeants. Il faut prendre son temps. Une bonne transition ne devrait pas durer moins que 3 ou 5 ans. Si on a les bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes patriotes, des personnes intègres, des personnes compétentes, la transition devrait se faire entre 3 à 5 ans pour qu'on ait tout le temps nécessaire de jeter les chantiers fondamentaux de ce pays, de jeter les bases fondamentales pour la nouvelle Haïti. Donc, premier piège à éviter, et je sais que les Blancs malveillants vont insister pour qu'on aille aux élections en août de 2024, pour qu'il y ait un président élu démocratiquement, mon œil, n'est-ce pas, en février 2025. Faux. Les Blancs ne nous ont jamais laissé organiser des élections démocratiques, sauf en 90. D'ailleurs, ils ont dit, la pire erreur qu'ils ont faite, c'est de laisser les Haïtiens gérer Haïti. Et ils viennent de nous en faire une démonstration à Kingston lorsque, lundi dernier, ils ont fixé eux-mêmes les conditions dans lesquelles les membres du Conseil présidentiel devraient fonctionner. Mais quelle honte! D'abord, que les Haïtiens aient accepté de fonctionner dans ces conditions-là, c'est honteux pour eux. Mais les Blancs malveillants sont de grands hypocrites. Quand ça échoue, ils disent « Ah, mais les Haïtiens, nous ne savons plus quoi faire d'eux. » Mais les conditions dans lesquelles les Haïtiens gèrent politiquement leur pays, ce sont des conditions qui sont imposées par ces mêmes foutus Blancs malveillants. Alors, premier piège à éviter, c'est pour ça que nous devons rester vigilants, pas de précipitation. Un pays qui se trouve dans l'état d'Haïti, un pays en lambeaux, un pays où le tissu social est déchiré, un pays où les gens perdent confiance dans leurs dirigeants, où les gens perdent confiance dans leurs institutions, ne peut pas se permettre d'aller en élection comme le vont exiger les Blancs dans 6 à 12 mois. Nous devons prendre le temps de reconstruire ce pays avec les bonnes femmes et les bons hommes. Alors, la transition devrait avoir une mandature d'au moins 3 ans, 3 à 5 ans, et avec un mandat clair des 14 chantiers que je vais vous mentionner. Et ces 14 chantiers ne sont pas exhaustifs. Je m'attends à ce que vous aussi, vous fassiez ce travail de réflexion et qu'on y ajoute d'autres chantiers qui doivent faire partie de cette transition politique. Premier chantier, il nous faut une conférence nationale souveraine.
nous devons nous parler. Nous devons nous parler. Cette affaire que tout se décide à Port-au-Prince et que Haïti soit devenu synonyme de Port-au-Prince et qu'Haïti soit réductible aux frontières de Port-au-Prince, mais il faut qu'on en finisse. Pour cela, la population haïtienne doit se parler. Les Haïtiens doivent apprendre à se parler pour dire ce qu'ils veulent de leur pays, car ce n'est pas le pays du Canada. Haïti n'appartient pas aux États-Unis ou à la France, et encore moins à la CARICOM. Ce ne sont pas les Blancs malveillants qui doivent nous dire quoi faire. Nous devons avoir comme premier chantier une conférence souveraine. Que voulons-nous pour ce pays ? Quel type de constitution nous voulons? Quels sont les irritants dans cette constitution? Nous devons dans ce pays, n'est-ce pas, regarder la question de la justice. Ce système de justice haïtien doit être revu et corrigé. Mais nous devons, entre-temps, pendant cette transition, avoir des procès qui vont servir de leçon à la postérité. Alors, n'allons-nous pas tenir un procès Petro-Caribé? N'allons-nous pas tenir un véritable procès sur l'assassinat du président Jovenel Moïse? Est-ce qu'on va laisser les Michel Martelly, les Laurent Lamotte, n'est-ce pas, se faufiler sans qu'ils ne rendent compte des fonds Petro-Caribé? Est-ce qu'on va laisser les Michel Martelly et ses sbires échapper sans rendre des comptes sur l'assassinat de Jovenel Moïse? Ça, c'est pendant une transition qu'on fait ça. Et il faut qu'on ait des tribunaux spéciaux. Il faut qu'on ait des tribunaux populaires pour régler cette question. Le problème d'Haïti, c'est d'abord un problème d'impunité. On peut tout faire. Lorsque j'ai entendu cet imbécile de Guy Philippe promettre, n'est-ce pas, l'indemnité à tous ces bandits qui ont violé les jeunes filles, à ces bandits qui ont décapitalisé les gens, à ces bandits qui ont décapité des gens, à ces bandits qui ont volé les biens des gens, qui les ont kidnappés, que d'entendre Guy Philippe leur promettre l'amnistie, je dis bon Dieu. Une nation s'élève par la justice. Dans la mesure où ces bandits collaborent, dans la mesure où ils disent, mais qui leur fournit des armes, qui leur fournit des munitions, quand ils kidnappent des gens et qu'ils reçoivent une rançon de plusieurs millions, quel est le réseau par lequel cet argent laisse le pays ou est placé dans des banques? Oui, s'ils collaborent, comme tout système de justice au monde le fait, s'ils collaborent, ils auront droit à des réductions de peine. Mais l'indemnité, mon Dieu, c'est encourager l'impunité, c'est encourager la violence dans ce pays. Il faut qu'il y ait une refonte du système d'éducation dans ce pays. Les politiciens que nous voyons là, ces sous-fifres, ces sous-hommes qui acceptent, n'est-ce pas, qui se voient comme des êtres inférieurs, des serviteurs du blanc dans leur propre pays, mais c'est le fruit de l'école. Telle est l'école, tel est le pays qu'on aura, telle est l'école, tel est le citoyen qu'on aura. Mais il faut revoir ça. Nous sommes à l'ère, n'est-ce pas, des technologies, de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants en Haïti? Il faut qu'il y ait dans ce pays, n'est-ce pas, une refonte de la politique monétaire. Ce n'est pas normal que ce soit les banques qui fixent le taux de la gourde, qui décident arbitrairement à quel taux je vais acheter, si vous voulez, le dollar américain à transférer à mon frère en Haïti. Et c'est encore ces mêmes banques qui décident à quel taux ils vont donner cet argent américain en gourde en Haïti. Il faut qu'il y ait une politique monétaire rigoureuse dans ce pays. Nous devons concevoir une politique véritable de notre agriculture. Ce n'est pas normal que ce pays importe tout de la République dominicaine. Et qu'est-ce qu'on importe, n'est-ce pas? Des produits dont la qualité laisse à désirer. Parfois même on nous envoie du poison, n'est-ce pas, à la population haïtienne. Il faut qu'il y ait une révision de la politique de l'agriculture de ce pays. Ce n'est pas normal que entre 85 à 90% de ceux qui ont fait des études postsecondaires en Haïti laissent le pays 5 ans après leur diplomation. Ce sont des cerveaux qui font le développement.
Il faut arrêter cette hémorragie. Oh, pour l'arrêter, il faut avoir une politique de création d'emplois dans ce pays. L'État doit être un État qui favorise, n'est-ce pas, les conditions pour créer des emplois dans ce pays. L'État doit avoir de véritables facteurs d'attraction pour les créateurs d'emplois. Il faut revoir l'organigramme de ce pays. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 2 chambres dans le Parlement? Est-ce nécessaire d'avoir une chambre haute, le Sénat, une chambre basse, n'est-ce pas, les députés? Mais bon Dieu, oui, il faut un Parlement, car il faut un contre-pouvoir pour faire la loi et pour, n'est-ce pas, exiger des comptes à l'exécutif. Avons-nous besoin de sénateurs et de députés? Non, on peut avoir une chambre des députés, puis ça règle l'affaire. Les députés seront là pour légiférer et pour contrôler l'exécutif. La question de la gestion du territoire. On construit n'importe comment dans ce pays qui est exposé régulièrement à des tremblements de terre, un pays qui est construit sur des failles sismiques, et on continue à construire n'importe comment. On ne tient pas compte des questions d'urbanisation. En sorte que 2 chiens pissent et déjà les maisons sont inondées. 2 chiens pissent et les rues sont impraticables. Il faut revoir la chancellerie haïtienne. La plupart de ceux qui travaillent dans nos consulats, de ceux qui travaillent dans nos ambassades, sont là pour voler. Ils n'ont pour la plupart aucune formation. Regardez, le dernier ambassadeur d'Haïti à Washington a été congédié pour quelle raison? Parce qu'il fabriquait de faux passeports. Il a détourné plusieurs millions de dollars et il retourne en Haïti. Il jouit de l'argent volé impunément. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Claude Joseph, a détourné des fonds du ministère des Affaires étrangères. Aujourd'hui, avec cet argent, il finance son parti aidé, mais impunément. Il faut institutionnaliser la diaspora. Je suis haïtien, je ne suis pas moins haïtien que l'haïtien du dedans. Pourquoi moi, je n'aurais pas le droit de vote? Tous les pays qui tiennent à leur diaspora s'organisent pour que leur diaspora puisse voter, bon Dieu. On n'a pas besoin d'avoir la tête à Toussaint Louverture pour le faire. Il faut prendre le temps de dire, aux prochaines élections présidentielles, la diaspora haïtienne pourra voter dans les divers consulats. Et puisque la préoccupation première des Haïtiens aujourd'hui, c'est l'insécurité, il faut revoir la doctrine de sécurité de ce pays. La constitution haïtienne prévoit le service militaire obligatoire pour les 18-21 ans ou les 18-25 ans. Mais bon Dieu, merde, quand est-ce qu'on va lancer cela? Ce n'est pas normal que les États-Unis nous imposent l'évasion de notre pays par une police étrangère de 1000 membres quand nous avons une population, n'est-ce pas, jeune. Pourquoi? Parce que on a des politiciens dans ce pays, mais on a rarement des hommes d'État qui pensent sur 50 ans, qui pensent sur 100 ans pour ce pays. Nous avons une République dominicaine qui nous est hostile, qui attend, n'est-ce pas, les premiers signaux pour nous envahir. Et là, nous négligeons la question de la doctrine de la sécurité. Nous n'avons même pas 10 000 membres au sein de notre police. La police est sous-équipée. Pourquoi? Parce que les politiciens se remplissent la poche. Il faut concevoir la doctrine de la sécurité de ce pays. Quand est-ce qu'on va avoir une doctrine pour revitaliser notre politique de l'économie et de la création d'emplois? Enfin, quelles sont les ressources d'Haïti? Chaque président, chaque politicard signe un petit contrat avec telle compagnie étrangère pour, n'est-ce pas, permettre l'exploitation de nos mines,
par des compagnies étrangères, des compagnies canadiennes, des compagnies américaines. Et cela en dépit du fait que la Constitution l'interdit. Et vous comprenez pourquoi le Canada, les États-Unis et la France poussent pour qu'on fasse sauter ces articles-là au sein de notre Constitution. Ils veulent mettre la main sur nos ressources comme toujours. Mais quand est-ce qu'on va faire l'inventaire de nos ressources pour qu'on sache de quoi nous disposons vraiment et sur quoi nous allons compter pour faire notre développement? Déjà en 2020, j'avais parlé de ces 14 chantiers fondamentaux pour une transition politique réussie. Il y a des articles qui sont à l'évidence même impossibles d'être mis en pratique dans notre Constitution. La Constitution haïtienne, telle qu'elle est écrite, prévoit des élections aux 2 ans. Avons-nous les moyens de faire ça? N'avons-nous pas singé les États-Unis qui, eux, peuvent se permettre d'avoir des élections aux 2 ans? Pouvons-nous nous le permettre? Il n'y a pas eu d'élection dans ce pays depuis 2016, imaginez. De mémoire. Et la Constitution nous fait obligation d'avoir des élections aux 2 ans. Mais bon Dieu, à un moment donné, peut-être que le costume de cette Constitution, peut-être que la robe de cette Constitution ne nous sied pas. Il nous faut avoir une robe à notre mesure, un costume à notre taille. Mais c'est pendant une transition qu'on fait ce genre de questionnement-là. Donc, mon vœu, c'est que cette transition ne soit pas une autre occasion ratée. Oui, je suis d'accord avec l'idée d'un conseil présidentiel. Encore faut-il qu'on y retrouve l'égalité homme-femme. Encore faut-il que les Haïtiens de la diaspora y soient représentés en proportion de leur appui démographique et économique. Ce conseil présidentiel doit nommer un gouvernement avec un premier ministre et un cabinet ministériel. Puisqu'on n'a pas de parlement en face de ce gouvernement, il faut qu'il y ait une entité de contrôle. Appelons-la, comme je l'ai dit dans mon livre, n'est-ce pas, une commission de contrôle de l'action gouvernementale, que chaque ministre ait un vis-à-vis qui lui demande des comptes et qui rende compte à la nation. Et qu'on planche sur les chantiers fondamentaux. C'est pas compliqué? C'est pas compliqué, les amis. Pour gérer un pays, il faut de la science. Pour gérer un pays, il faut de l'administration publique. Pour gérer un pays, il faut une vision. Les gars que je vois là, ce sont de vieux routiers, des gens désargentés, qui se cherchent une job et qui sont prêts à accepter cette job dans toutes les conditions. Honte à vous. Ne ratons pas cette occasion inouïe d'une transition réussie. Conseil présidentiel, oui. Égalité homme-femme, oui. Parité haïtien du dedans et de la diaspora, au moins 3 membres de la diaspora. Un gouvernement en face duquel on va retrouver une commission de contrôle de l'action gouvernementale pour forcer l'exécutif à rendre des comptes et des chantiers fondamentaux pour lancer le pays. Et nous allons faire notre transition sans accepter de dictat des États-Unis. Sauf que les gars qui sont là, qui ont accepté ces conditions humiliantes des États-Unis, ils ne sont pas crédibles pour faire de cette transition une réussite. Ils acceptent qu'on leur donne une job dans leur propre pays. Ils acceptent que des étrangers racistes leur disent, n'est-ce pas, comment il faut qu'ils fonctionnent dans leur propre pays. Ressaisissez-vous. Et évitons de rater une fois de plus cette occasion. Gardons le moral, les amis, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti. Bonne semaine. Au revoir.